Bien, bonjour à tous. Donc on est là à Brasserie Granvelle avec Alain Genot et Michel Boutelet qui sont tous les deux membres de la CNL, la Confédération nationale du logement, et qui vont nous parler un peu de la situation du logement social à Besançon et notamment du plan local de rénovation urbaine qui va toucher Planoise et plein d'autres sujets. Donc on est là pour discuter avec vous et pour essayer d'alimenter notre programme en réflexion, en contactant les acteurs qui sont sur le terrain et qui donc connaissent le mieux, selon nous, le sujet. Donc déjà, première remarque sur la situation du logement social à Besançon. Il y a environ 15 000 logements sociaux, vous allez me corriger si je dis des bêtises, dont la majorité, enfin pas la majorité, 40% sont à Planoise. Et on a également, on connaît les quartiers de Clair-Soleil ou de Palante, donc le logement social est pour l'instant à Besançon concentré dans quelques quartiers précisément, même si ça peut bouger un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette situation, cette présentation, sur l'état du logement social à Besançon ? Il y a quand même beaucoup de logements sociaux qui sont diffus, y compris dans le centre-ville. Il y a un vrai besoin à ce niveau-là, parce que c'est quand même le centre-ville, une population où le niveau de vie est très bas, les battants par exemple. Donc il y a des logements sociaux. Il n'y en a pas assez, parce que la question du logement social, c'est la question de l'accès au logement à des loyers corrects. Et là, pour le coup, avec moins de 20% de logement social dans la communauté, c'est pas suffisant pour faire pression sur le coût des loyers. Et donc il y a encore un énorme besoin à ce niveau-là. Et il y en a évidemment également des logements sociaux sur le quartier de Montrapon et sur d'autres, même si sur le quartier de Montrapon, on a déjà, il y a quelques années, détruit une grande partie du grand ensemble de Fontaine-et-Puy, dont l'immeuble de Chaillot qui lui est toujours debout et dont nous parlerons plus tard. Ok. Donc du coup, moi si je vous suis, c'est qu'en termes de pourcentage de logements sociaux sur la ville de Besançon, on est dans les clous, mais par contre c'est sur la communauté urbaine, donc ce serait pas bon. Au-delà de Besançon, effectivement. Besançon concentre très largement les logements sociaux, il y en a quelques-uns à l'extérieur, pas de façon suffisante. Alors après ça c'est une donnée statistique, l'autre donnée c'est une donnée on peut voir évoluer les choses, c'est qu'à l'heure actuelle on démolit énormément on démolit dans beaucoup de quartiers et sur Palante, sur Montrapon avec Fontaine-et-Puy et Chaillot, puisque c'est aussi sur la Sellette. Il y en a eu beaucoup. Bref, on démolit, mais on démolit des logements qui sont en général le moins cher au niveau du loyer. Et on reloge les gens. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas de projet par rapport à la capacité de la population d'accéder à un logement. Alors, il n'y a aucune enquête qui détermine les besoins sociaux. On a besoin de tant de logements sociaux compte tenu de la population, de son revenu, etc. Et à l'heure actuelle, la politique du logement à Besançon, elle est, écoutez, là il y a un peu de bordel parce qu'il y a trop de pauvres qui sont concentrés, c'est pas ça qu'ils disent, mais en gros c'est quand même ça. Et donc on va démolir, on va casser là. Et c'est pas la question pertinente. La question pertinente, c'est de dire, de quoi a-t-on besoin? Comment peut-on loger les gens dans les conditions correctes, avec de la qualité et avec un prix vraiment accessible. Et là-dessus, il n'y a aucune projection qui est faite. Alors du coup, je vais en arriver à une autre question, à une besoin de précision, parce que c'est vrai que quand on parle du logement social en général, on pense à HLM et on ne sait pas qu'il y a différentes catégories de logements HLM. Et donc dans le logement HLM, ce n'est pas forcément des populations les plus précaires. Il y a différents niveaux, et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les logements qui sont actuellement détruits, ça touche les catégories les plus précaires. Oui, clairement. Clairement, en grande partie, effectivement, 70% de la population est éligible au HLM. C'est-à-dire que le revenu pour accéder, 70% peuvent y aller. Mais il n'y a qu'une petite partie, en gros un tiers des logements HLM qui sont des logements très sociaux, avec des loyers les plus bas. Et là-dessus, c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout assez. Et encore une fois, où on démolit en priorité, c'est là où on a concentré pendant longtemps les populations les plus fragiles, parce que c'était le moins cher, tout simplement. Et donc, quand on démolit les 408, quand on démolit à Chalzeul, quand on démolit à Fontaine-et-Puy, on démolit là où il y avait les logements les moins chers. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré, parce que les gens sont relogés individuellement, et donc personne ne s'aperçoit des difficultés qu'on est en train de créer sur le long terme. Le coût du logement pour une famille
a augmenté de 10 points en 15 ans. 10% de, enfin, il y a 10% de plus dans le coût du logement en 15 ans. C'est absolument énorme. Donc en clair, moi je vais essayer de résumer un peu, c'est qu'on manque d'une vraie étude sur quels seraient les besoins particuliers en termes de logement social, purement logement social sur Besançon, pour pouvoir adapter l'offre pour faire ça. Et le deuxième point, c'est que pour l'instant, ce qui est démoli, c'est les logements qui sont habités par les populations les plus précaires. Je vais essayer d'avancer un petit peu, parce que voilà, j'aimerais aller sur un deuxième point, histoire de ne pas faire une vidéo qui dure 2 heures, même si on peut en parler des heures. Là, l'actualité aussi sur le logement social, c'est la fusion entre GBH et la CNB. Alors, est-ce que vous pourriez parler justement des différents offices HLM qu'il y a sur Besançon, duquel est privé, enfin, société d'économie mixte, desquels sont publics, et de ce que cette fusion, ça signifie concrètement pour un service public du logement social? Donc il y a effectivement aujourd'hui 4 acteurs de logement social sur l'agglomération, qui sont l'ancien office public HLM de Besançon, Grand Besançon Habitat, la SA IENB, Société Anonyme Immobilière d'Économie Mixte de Besançon. Voilà, qui a un capital majoritaire de la ville de Besançon, l'office public HLM du département, Habitat 25, et une société anonyme HLM, qui est Neolia, qui sont les principaux acteurs du logement social sur Besançon. Ok, et donc là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu un début de fusion entre le GBH, Grand Besançon Habitat, qui est public, et la SAIMB. Voilà, ça c'est pour mettre en application la loi Elan de l'actuel gouvernement qui demande que les organismes HLM aient un minimum de logements ou un minimum de chiffre d'affaires. Et aucun des organismes HLM sur l'agglomération, sauf sans doute Neolia peut-être, n'atteint ce seuil. D'où, pour respecter la loi, parce qu'on ne doit pas désobéir à la loi quand on est la municipalité de Besançon, voire même le département, on se s'allie avec d'autres, et d'autres qui n'ont pas le même statut. C'est-à-dire que l'on va voir effectivement Grand Besançon Habitat s'allier, être absorbé par SAIMB, qui est une société d'économie mixte, parce que l'absorption dans l'autre sens, ça ne peut pas se faire. Donc, disparition de l'office public HLM de Grand Besançon. Et de l'autre côté, on aura très vraisemblablement Habitat 25 qui va s'associer, se marier selon des règles encore à définir avec Neolia. Donc les offices publics HLM auront disparu du département. Donc là, c'est un phénomène qu'on connaît à plein d'autres niveaux, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il faut avoir une taille critique pour faire un chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment un phénomène libéral qu'on reconnaît un peu dans tous les services publics. Et du coup, là, concrètement, ce qui est assez catastrophique, c'est qu'on a une disparition d'un outil qui pourrait être un outil au service de la municipalité. Oui, qui pourrait permettre de prendre des décisions en se donnant des objectifs. J'ai eu l'occasion de discuter avec des élus récemment qui sont au conseil municipal et qui veulent être au prochain conseil municipal. Je leur ai dit, attendez, quels sont vos objectifs en termes de logement? Ils n'en ont pas, effectivement. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de la construction. Ce sur quoi ils sont, c'est par rapport à, par exemple, à la fusion SAIMB et Grand Besançon Habitat, ça va être donc, on n'aura plus qu'un office privé, ce qui est négatif en soi. Mais est-ce que c'est, soit public ou privé, c'est un vrai problème. Mais quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui va devenir des locataires? Comment va-t-on faire évoluer les loyers? Comment va-t-on entretenir les bâtiments? Cette question-là n'est pas posée. Alors, sachant que justement, parce qu'il y a un certain nombre d'années qu'elle est mal posée, que les financements publics ont énormément diminué, ça c'est aussi la politique libérale, mais à un moment donné, les offices sont en grande difficulté, et bon, on leur dit, attendez, vous n'y arrivez plus tout seul, mettez-vous ensemble. Donc, sachant qu'en plus, ils vont obliger à ce que les offices doivent fusionner, donc il faut soit 40 millions de chiffre d'affaires, soit 10 000 logements, soit ouvrir tout un département, mais de toute façon, je rate ce que je voulais dire. Ah, je ne pas rattraper. Bon, tant pis. Ouais, de toute façon, cette fusion, alors le problème de cette fusion, c'est qu'elle ne mène nulle part. Les experts qui ont étudié la situation financière de ces deux offices
Le petit office privé, SAIMB, qui fait 1500 logements, et le plus gros office public qui en fait 4500, j'arrondis les chiffres, donc 3 fois plus gros, vont fusionner, mais de toute façon, après avoir été recapitalisés à hauteur de 6 ou 7 millions, dans 4-5 ans, ça sera la faillite. C'est ça qui est prévu. Et malgré tout, ils vont dans les élus locaux pour essayer de contrôler et de pas, pour pas que ça se passe avec le département, essayent de pousser à cette fusion, même si elle n'a pas d'avenir. Tant qu'aux locataires, tant qu'aux habitants, et bien visiblement c'est la variable d'ajustement. Donc effectivement, on pourrait se dire qu'en fait, une municipalité qui voudrait avoir une vraie politique de logement social, la priorité c'est de garder, entre guillemets, les offices HLM publics au maximum, c'est de garder un pouvoir public dans un premier temps, et puis après de l'ouvrir aux locataires qui doivent avoir leur mot à dire aussi dans ces offices-là, normalement. Quitte à trouver des compromis, effectivement, avec l'autre office maintenant. C'est Besançon contre le département à l'heure actuelle. C'est pour ça que la fusion ne s'est pas faite entre Grand Besançon Habitat et Habitat 25. C'est de la concurrence politique, tout simplement. Bon, on n'est pas d'accord entre nous, l'intérêt public passe après. Et ça, c'est une question qui... on sacrifie l'avenir à ses intérêts immédiats. Alors je vais faire un point sur la CIMB et le statut, parce qu'on dit que c'est la disparition d'un service public. Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est qu'une société d'économie mixte en général? Parce que c'est peut-être évident pour le monde militant, mais ça n'est pas forcément plus largement. Alors, au niveau du statut, alors c'est pas les personnels ne sont pas des fonctionnaires. Le conseil d'administration, le vrai conseil d'administration, ce sont les actionnaires, c'est-à-dire en l'occurrence la ville, la caisse des dépôts et consignations et la caisse d'épargne. C'est quand même pas les banques privées tout à fait, mais quand même. Et quand les représentants des locataires, par exemple, assistent, de toute façon les décisions sont prises. On a le droit de donner un avis, c'est tout. C'est-à-dire que les représentants des personnels, même chose. Ils sont dans le même cas qu'une société, une entreprise normale, où ils ont de moins en moins de place. Ce qui est prévu dans le statut de la société qui doit fusionner Grand Besançon Habitat à la SAIM, effectivement, c'est peut-être qu'il y aura un représentant des locataires, mais on n'en est même pas sûr. Peut-être qu'il y aura un représentant des personnels de l'office qui pourtant sont sur le terrain au contact des locataires avec voix consultative, mais on en est. Mais bon, donc on est à un recul assez considérable des notions. Tant qu'à la politique qui va être décidée, à un moment donné, les éléments financiers vont être décisifs. C'est plus à quel outil social ça sert, mais comment on peut équilibrer les budgets. Alors c'est simple. À l'heure actuelle, on doit atteindre 40 millions de chiffre d'affaires, les deux offices là. Le chiffre d'affaires de la CAGB, le chiffre d'affaires de la SAIB, ils arrivent à 39 millions. Ils ne sont pas dans les clous. Comment vont-ils arriver aux 40 millions à brève échéance? D'où vient l'essentiel de l'argent des offices HLM, des loyers? Eh ben, ils ont déjà augmenté les loyers de 2% à la SAIM, eh ben, ils vont continuer à les augmenter d'une façon ou d'une autre, et puis ils arriveront aux 40 millions. Alors du coup, on revient un petit peu en arrière à ce qu'on avait dit sur les démolitions qui touchaient prioritairement des logements sociaux vraiment pas chers. Je voudrais qu'on fasse une petite incise sur le cas de Chaillot, qui est un cas emblématique à Besançon, de lutte des locataires HLM qui ont refusé une augmentation de loyer. Est-ce que Michel, tu pourrais expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec justement ces locataires de l'immeuble HLM Chaillot? Très rapidement, puisque tu viens de le résumer, effectivement, il y a eu cette démolition de l'essentiel du quartier de Fontaine-Écume qui comportait une grande barre, un petit immeuble et une grande tour, et dont la décision a été prise en 2009 et rendue effective en 2013. Et lorsque cette décision a été prise, c'était du même ordre que ce que l'on voit aujourd'hui. On démolit les quartiers simplement parce que c'est un amas de pauvres. Il n'y a pas d'autre raison, c'est pour des raisons sociales. À l'époque déjà, tous les bâtiments qui ont été démolis étaient des bâtiments isolés thermiquement par l'extérieur, donc qui ne dépensaient pas d'argent pour le chauffage, contrairement à ce qu'a affirmé très haut le maire de l'époque, qui disait ici on dépense 450 kWh par mètre carré par an pour se chauffer. C'était M. Fousseret à l'époque. C'était M. Fousseret à l'époque. Or, on n'est pas à 450, mais à 100. C'était déjà la même chose dans ces bâtiments-là. Or, ce qui s'est passé, c'est que, on a pris la décision de conserver cet immeuble et on va le réhabiliter.
messieurs les locataires, voulez-vous qu'on réhabilite votre immeuble? Il y aura une augmentation de loyer. La première fois, on a parlé de 50%. Ça a explosé partout. Donc, on a revu le projet et on a dit que ça sera que 35%. 35%, bien entendu, qu'on sera compensé suivant les cas, plus ou moins partiellement ou totalement, par les APL. Suivant les cas, il y a des gens qui n'ont pas d'APL. Hein. Donc, les gens ont dit, non pas, je ne veux pas qu'on réhabilite mon immeuble. Les gens ont dit, non, je ne supporterai pas cette hausse de loyer. Donc, lorsqu'on leur a demandé leur avis, lorsqu'on les a fait voter là-dessus, parce qu'à l'époque, le vote était obligatoire. Le 11, c'est les HLM, on fait voter, comme tu dis, parce que le vote était Bien obligatoire, entendu, on oui, peut oui. les consulter. Voilà, c'est l'office HLM GBH qui consulte les habitants parce que c'est obligatoire. Eux répondent à 80%, ben non, on ne veut pas de hausse de loyer, donc on ne veut pas de la réhabilitation, bon, indirectement. Et il leur a fallu 3 mois pour réfléchir et dire ben, la seule solution, d'accord, on avait pris l'engagement de tout garder, mais on ne va pas garder, on va démolir. Et c'est tombé comme ça, sans que personne n'en ait entendu parler avant. Bien entendu pas les locataires, bien entendu pas les associations de locataires, mais même pas les administrateurs. C'est donc une décision du chef qui a décidé de démolir Chaillot. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on se bagarre. Ça a quand même surpris tout le monde que M. Curie prenne une décision. Les élus qui le connaissent disent attendez, c'est pas possible qu'il ait pris une décision. S'il l'a pris, et la première fois qu'il en prend une, il se met dans, il va dans le mur. Voilà. Et il piétine les gens et leur vie. Voilà. Et du coup, je vais en revenir sur le but de votre association. C'est un statut associatif, la CNL? Oui, c'est une très vieille association. Donc c'est en fait de défendre les locataires, c'est-à-dire que votre objectif c'est de défendre les intérêts des locataires HLM. Oui, certains disent on est un syndicat de locataires, c'est une bonne façon de dire, même si comme beaucoup de syndicats, on n'a plus beaucoup de syndiqués. Ce qui est un problème, parce que c'est tout le problème de l'individualisation de la vie dans les quartiers, même dans les grands ensembles, avec la précarité, avec toutes les difficultés sociales qu'il y a, les gens effectivement sont de plus en plus isolés. Et donc du coup, aussi bien au niveau de l'action collective que des associations, eh ben, on est un petit peu, on manque de répondants. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin, ce qui m'intéresse est pas, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on démolit du logement social qui touche les populations les plus précaires sans les avertir. Alors moi, il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est le fait de considérer les êtres humains comme des sortes de pions qu'on pourrait déplacer d'un endroit à un autre sans... Et là, il y a quelque chose, enfin, de mon point de vue, il y a une injustice sociale fondamentale, c'est-à-dire que il n'y a pas le droit à habiter un endroit et être en sécurité dans l'endroit où on habite. On est à la merci, en fait, de choses qui nous échappent, quoi. Décision arbitraire. Dans le cas particulier des habitants de l'immeuble de Chaillot, ils en étaient pour la plupart leur 3e ou 4e déménagement domicile. C'était pas qu'ils avaient choisi, on leur avait imposé. Parce que là, on démolissait, parce que là, il fallait laisser la place pour d'autres qui avaient plus de droits qu'eux ailleurs. Et comme ça, on les déménageait. Ce sont des pions. Et effectivement, c'est inadmissible. Et on ne veut pas entendre cela. Alors, la justification des démolitions, que ce soit sur Fontaine-Écu ou que ce soit au 408, ça a été la dégradation, la situation sociale de ces immeubles. Parce qu'il y a quelque chose qui s'entend. Voilà, effectivement, il y avait une énorme dégradation, avec des incendies, avec des trafics de drogue. Alors, ça fait pendant des années, nous en tant qu'association, à propos des 408, on est allé sur place, on a fait des permanences, on a rapporté à l'office HLM et aux élus qui s'occupaient du quartier, en disant, attendez, il y a un problème, regardez, on fait un reportage photo, ici, il y a dans ce hall d'immeuble, dans cette cage d'escalier, il y a un départ de feu, là, il y a un dépôt de drogue, là, il y a des câbles dénudés, il y a encore des photos. Et il est temps de mettre du personnel d'entretien, de mettre peut-être des éducateurs pour que les choses se passent un peu mieux, éventuellement un peu de surveillance, que les choses se passent comme ça pour faire un quartier vivant et qu'on remette de la vie entre les gens. Seulement quand, à un moment donné, ils disent bon, on laisse le quartier à l'abandon, puis à un moment donné, bah, ça devient invivable. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Effectivement, on peut tout raser, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est très intelligent. Ça évite cette accumulation de pauvreté, de malheur et de souffrance. Mais on a l'autre solution qui est possible, qui s'est fait dans d'autres endroits, c'est de demander aux gens, attendez, qu'est-ce que vous en pensez? Et à partir du moment où on demande ce qu'ils en pensent,
qu'est-ce que vous pensez de ces, comment on appelle ça, de cette insécurité, de ces dégradations, de ces incivilités, c'est le mot que je cherchais, merci, de ces incivilités. Mais si on commence à faire discuter les gens, les adultes vont dire attendez, il y a des choses qui ne vont pas. On va peut-être discuter un peu avec les jeunes. Les jeunes qui sont dans les halls parce qu'on les fout dehors de leur appartement, parce qu'il n'y a pas la place, et qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'il faut bien que les parents soient un peu tranquilles. Enfin, c'est des choses de la vie tout à fait normales. Peut-être que la communication peut se remettre en place. Et en plus, il peut y avoir des propositions autrement intelligentes de tout démolir. Alors du coup, je vais encore en aller sur un autre point, parce que je sais que dans le cas de Chaillot, j'avais un peu suivi, alors j'ai pas forcément tout suivi, mais dans le cas de Chaillot, ça va aussi dans un cadre de ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même une volonté, peut-être, en tout cas autour de Fontaine-les-Puits, de changer, d'avoir un quartier plus proche du centre, sans aller jusqu'à dire plus bourgeois, en tout cas moins populaire, c'est-à-dire d'avoir des quartiers moins populaires à ces endroits-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en tout cas, Chaillot, moi, pour avoir lu le courrier, on leur disait clairement que leur immeuble faisait tache dans le paysage, quoi. Ouais. Et que juste en face, il y avait une résidence c'était un problème d'intégration. L'argument, c'était un problème d'intégration dans le quartier. Je cite, nous allons démolir à cause d'un problème d'intégration dans le quartier. On ne sait pas si c'est l'intégration de l'immeuble ou des habitants, ça, on ne sait rien, ça n'a jamais été précisé. C'était ça, tu as raison. Et effectivement, sur le site des immeubles qui ont été démolis, on a déjà vu donc se construire, et aujourd'hui elle est en activité, une résidence pour seniors à des prix qui ne sont vraiment pas à la portée des habitants de Chaillot. Hein, c'est le studio à 2000 €. Hein, et donc voilà, on va. C'est vrai que Chaillot et ses habitants font tâche là-dedans. Et ça y est, on a des nouveaux permis de construire pour la suite et on n'est plus dans le domaine HLM. Non, on rehausse le niveau. Parce que ça, c'est un phénomène qui existe dans toutes les villes, c'est-à-dire de pousser petit à petit les pauvres de plus en plus loin vers l'extérieur, vers la périphérie. Est-ce que c'est ce qu'on observe ici ou pas? Personnellement, je n'ai pas assez de recul pour valider ça, mais ça me paraît hautement probable. Moi, je pense qu'ils font les choses un peu, justement, sans forcément le plan construit, mais ça aboutit à ça, bien entendu. Là, regardez, il y a une verrue, allez, on va la démolir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire plus loin. Mais ce n'est pas forcément un plan délibéré, mais ça se fait très naturellement. En tout cas, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a... Mais c'est pas réfléchi, mais c'est peut-être encore plus grave que ce ne soit pas réfléchi. C'est-à-dire que des gens qui se disent progressistes sont en train de valider cette ségrégation sociale. Du coup, j'en arrive sur le gros morceau, alors je vais essayer d'aller vite. C'est le plan local de rénovation urbaine qui va toucher Planoise. Alors je vais le résumer en quelques chiffres que j'ai récupérés. En tout, sur Planoise, c'est 1191 logements qui vont être démolis, 695 qui vont être réhabilités et 1495 qui vont être résidentialisés. Alors sur la résidentialisation, moi j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard. Juste, on va parler là de la démolition. Il y en a un tiers qui vont être reconstruits, donc ça veut dire qu'on a 2 tiers de logements sociaux sur les 1100 et quelques qui ne vont pas être reconstruits, donc concrètement on a une perte nette en logement social. Et sur les 1 tiers reconstruits, on en a 64% dans Besançon qui ne seront pas dans des quartiers entre guillemets populaires. L'idée c'est de faire de la mixité sociale. Et il y en a 36% dans la communauté urbaine, avec toutes les problématiques que ça pose, je pense, de mettre des populations précaires, éloignées du centre, éloignées du coup des services publics, éloignées aussi des endroits de consommation, parce que c'est ça aussi, des endroits de consommation populaires, où du coup ils restent avec un réseau de transport public dans la communauté urbaine qui est quand même loin d'être performant. Alors, là tu mets le doigt justement sur ce qui devrait être une politique de la ville, qui est, bon, on construit, et quel réseau de transport on met en place, quels emplois existent, quels services publics existent, mais ça, visiblement, c'est toujours construit à contre-temps, quoi. On dit merde, on a installé des trucs là, comment les gens vont pouvoir y aller? On a construit les Hauts-de-Chazal, on s'est dit zut, on a oublié de mettre des parkings. Bon, maintenant, ils ont passé des bulles, ils en ont fait à nouveau. Mais les choses, effectivement, ne sont pas réfléchies. On fait du logement, on ne fait pas de la vie des gens. Exactement ce que tu disais. Ça, c'est un énorme problème. Oui, je reviens toujours, tu m'as bien dit qu'il ne fallait pas que j'en parle trop, mais sur Chaillot, où effectivement, les gens qui sont dans cet immeuble sont des gens à tout petits revenus, mais qui, là,
avaient accès à tous les services publics, peut-être tous ceux qui existent encore, aux transports en commun, aux services de médecine, mais tout à portée de pas. Et ce qu'on leur propose aujourd'hui, dans le cadre d'une convention de relogement signée par tous les acteurs publics, y compris donc et surtout la mairie de Besançon, c'est d'aller ailleurs, plus loin, donc dans des endroits où ils s'éloignent des commerces, des to-be, des transports en commun, et de leur environnement habituel, aussi bien humain que paysager, et d'y aller à un prix plus cher dans des appartements plus petits. Donc effectivement, ce n'est pas une politique de logement. Et d'ailleurs, on a signé cette convention, eux, les responsables du logement, en disant on les relogera à prix équivalent et surface équivalente au mieux. Or, le au mieux, il est très mal, parce qu'on en est très loin de la surface équivalente et du prix équivalent. Mais c'est tout. On ne prend aucun engagement contraignant pour effectivement ces offices. D'ailleurs, demain, ils ne seront plus publics. Du coup, j'ai une autre question sur la réhabilitation. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'une différence entre une réhabilitation et une rénovation pour un immeuble? La différence, elle est essentiellement pour les habitants. La réhabilitation autorise à augmenter les loyers. La rénovation, ça fait partie de la remise en état par le propriétaire du bâtiment. Alors, il se donne des plans plus ou moins ambitieux, mais quand on dit réhabilitation, on doit améliorer le cadre de vie des habitants, avoir une amélioration, et ça autorise de revoir le contrat de location en augmentant le loyer. C'est pour ça qu'on a fait voter les locataires. Et du coup, là, sur le plan de rénovation urbaine qui va toucher Planoise, moi j'ai bien vu que c'était des réhabilitations. Alors, il y a des réhabilitations dont on verra effectivement. Alors, réhabilitation, la façon dont ça se passera, c'est-à-dire qu'il y a des fonds, ils prévoient qu'ils mettront de l'argent pour aider les offices HLM à réhabiliter, parce qu'il s'agit essentiellement des offices HLM qui sont concernés. Les propriétaires privés, il y en a quand même pas mal à Planoise. 60% du bâti à Planoise qui est privé, parce qu'il n'y a que 40% d'HLM à Planoise. Donc là, ce qu'on démolit, c'est uniquement le HLM. Et ce qu'on réhabilite. Alors qu'on réhabilite, c'est une chose, et c'est sur la démolition que moi j'aimerais qu'on vienne, parce que ça, pas que ça qui est intéressant. On nous explique qu'on va faire un Planoise plus sûr, on va faire reculer la civilité, on va faire un quartier où il va faire bon vivre. Alors, la façon dont ça a été réfléchi, c'est très discutable. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire aux locataires de la rue de Luxembourg, à qui on avait prévu une réhabilitation, finalement maintenant c'est pas une réhabilitation, c'est une démolition. On leur dit attendez, on va faire de Planoise un beau quartier, donc on vous vire et vous n'avez pas le droit d'être relogé à Planoise. Parce que quand on est dans le cadre-là, dans le cadre de renouvellement urbain, on est obligé d'aller dans un autre quartier. C'est-à-dire que même s'ils ont leurs attaches là, sauf cas exceptionnels, malgré tout, il y a eu quelques cas, ils seront relogés ailleurs. Mais ça veut dire que les habitants, c'est un discours qu'ils ne pourront pas entendre. Déjà, certains responsables des HLM ont eu l'occasion de le dire en réunion, ils se sont fait taper dessus par les représentants de l'État, c'était rigolo. Et attendez, les locataires, ils ne vont pas être d'accord. Ben oui, ils ne vont pas être d'accord. Et je pense même qu'on risque, on verra bien. On risque d'avoir dans certains immeubles des résistances en disant nous on ne veut pas partir, on ne veut pas qu'on démolisse. Et dernier point, sur la résidentialisation. Alors là, pour les exemples qu'on a pu voir dans d'autres villes, ça a été généralement des catastrophes, le fait de résidentialiser des immeubles. Alors est-ce que vous pouvez expliquer en gros en quoi ça consiste et pourquoi ça peut, alors pas forcément, on ne va pas faire de prévision, mais pourquoi il y a de... Enfin, pourquoi c'est dangereux ou si c'est pas bien fait, c'est quoi le problème avec ça? Je ne sais pas si c'est dangereux en l'occurrence, mais ça peut l'être. Là, j'ai pas d'argument. Par contre, j'ai l'exemple d'une résidentialisation faite par le Grand Besançon Habitat au 110 de la rue de Chalzeul, l'immeuble 110. Vous voyez, il y a une série de tours et il y en a un qui est entouré de grillages. Voilà, c'est l'immeuble résidentialisé. Et les appartements qui sont là-dedans sont en vente. Ça doit pas faire moins de 10 ans qu'ils sont en vente, donc ça marche pas trop bien. À Planoise, la résidentialisation, donc ça a été proposé, la mairie propose donc, que l'accès en fait aux immeubles soit réservé aux seuls habitants.
donc avec des grillages, et des entrées avec badge sécurisées, et donc ça va être assez compliqué. Bon. Alors après, moi, ce que je pensais, c'est qu'on a des exemples aussi de résidentialisation ratée, où en fait, quand on a des résidents qui sont pauvres, où l'entretien de la résidence devient problématique. Alors, c'est une remarque qu'on leur a fait, ils ont été infoutus de donner une réponse. On leur a dit, attendez, dans un immeuble où il y a une centaine de logements, vous prévoyez d'avoir un système d'appel par interphone, plus caméra, enfin peu importe. Et vous savez comment ça se passe. Quand il y a 10 ou 20 locataires, ça fonctionne. Quand il y en a plus, il y a toujours celui qui n'a pas la clé, qui n'a pas le badge, qui force la porte. Et en gros, ce n'est jamais en état. C'est-à-dire que ça pose effectivement des problèmes. Ça ne marche pas dès qu'il y a trop de monde. Dans cet aspect résidentialisation, il y a l'aspect vente du patrimoine. Et bon, alors celui-là n'est pas systématique, mais effectivement, ce qui se passe, c'est lorsque l'on pousse les gens, parce qu'il faut que chacun soit propriétaire, à acheter, et qu'ensuite, effectivement, leurs moyens en général vont plutôt en baissant. Ce sont des gens qui vont vieillir, qui vont passer à la retraite, auront donc des revenus en diminution, et ils n'ont plus les moyens d'entretenir leur immeuble. L'exemple du quartz qui a été rue de Luxembourg, qui a été vendu par Neolia il y a quelques années, c'est une HLM privée, mais ils ont vendu à leur locataire. Et ben on est retourné faire l'enquête 4-5 ans après, et ben la plupart des appartements ont été revendus parce que les gens ne pouvaient pas, et c'est racheté par des gens pour qui c'est un objet de spéculation, voire pire, marchands de sommeil, etc. Alors, je ne dis pas que c'est le cas au Quartz, mais j'en connais aussi des marchands de sommeil dans d'autres immeubles. C'est-à-dire qu'on prétend permettre à des gens en HLM de devenir propriétaires, mais on ne leur donne pas les moyens de le devenir réellement. Avec un autre souci qui est le fait qu'on sait que dans le cadre d'une transition écologique, une des grosses problématiques, c'est l'isolation des bâtiments. Et on sait que dans une copropriété, c'est toujours plus compliqué à mettre en place que dans des immeubles qui restent tout de même collectifs où il y a encore une marge d'action. Ouais. Après, quelle politique publique il y a par rapport à ça? On nous avait parlé du Grenelle de l'environnement, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a eu pas mal de Grenelles, il y a eu un Grenelle de l'environnement il y a presque une dizaine d'années. On devait débloquer des fonds pour permettre aux bâtiments publics d'être isolés et d'arriver à ce que les coûts baissent. Pour Planoise, par exemple, c'est un vrai problème, parce que c'est une chaufferie collective. Donc, si on n'isole que la moitié des bâtiments, les autres ne se retrouvent pas isolés. C'est-à-dire que le coût du chauffage reste quasiment le même. Entre l'entretien général et la consommation elle-même, tant que tout n'est pas isolé, le rendement n'est pas atteint. C'est-à-dire qu'on demande à certains immeubles certains propriétaires, bailleurs, et offices, d'investir là-dedans, mais le retour sur investissement en faire baisser le prix du chauffage ne se trouve pas forcément. Parce qu'il faudrait tout faire ce qui doit être fait. Certains, c'est pas la peine de recommencer, ils ont déjà été isolés. Mais ça fonctionne très mal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à débloquer l'investissement nécessaire pour faire de l'isolation extérieure dans des bâtiments, dans des immeubles, parce que c'est la solution par laquelle il faut passer dans des immeubles avec des copropriétaires que dans un immeuble où le propriétaire est un bailleur social. C'est lui qui décide. Et un bailleur social public de préférence. Ah, forcément. De préférence. Du coup, on va s'arrêter là. On pourrait continuer à discuter très longtemps. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la CNL, la Confédération nationale du logement, que comme toute association, vous êtes en recherche de bénévoles, de militants, de personnes qui aident à faire vivre cette association. C'est une association qui est essentielle pour aider les locataires et qui a un rôle social essentiel dans plusieurs quartiers. Et donc du coup, si vous voulez filer un coup de main à la CNL, vous serez les très bienvenus. On arrête là pour cette vidéo. Je peux simplement rajouter que le coup de main à la CNL, c'est pas forcément d'adhérer, de verser une cotisation. C'est attendez, quand il y a des problèmes dans un immeuble, quand il y a des choses qui ne vont pas,
quand il y a des locataires en difficulté, c'est de le signaler pour que les choses se sachent et qu'on puisse intervenir et réagir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens ont d'énormes difficultés, il y a des immeubles qui se dégradent, il y a des gens qui sont dans la grande difficulté, qui se retrouvent en impayés, et ils sont tout seuls. Nous, on est là pour les aider. Ok, donc la Confédération nationale des locataires, dont du logement, dont le bureau pour l'instant est à Planoise. On va arrêter là, je pense que c'est déjà assez long. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager. Et une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent plus. Donc effectivement, je vais personnellement conclure sur Chaillot, où Grand Besançon Habitat arrive au terme de son forcing pour faire partir les locataires de Chaillot et a mis au tribunal le premier locataire, alors qu'il en reste encore qui ne peuvent pas partir avant 6 mois. Mais il l'a mis au tribunal pour l'expulser. Donc nous inviterons toute la population solidaire à venir le défendre au tribunal. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Ok, donc voilà pour ce point audition programmatique sur le logement. Je vous invite donc à partager autour de vous si ça vous a intéressé et puis aller sur la plateforme collaborative pour alimenter le programme donc de la liste Besançon verte et solidaire. Voilà, merci.